Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Mouvement des savoirs. Collection dirigée par Bernard Andrieux. L'enjeu de la collection est de décrire la mobilité des savoirs entre des sciences exactes et des sciences humaines. Cette sorte de mobilogie épistémologique privilégie plus particulièrement les déplacements de disciplines originelles vers de nouvelles disciplines. L'effet de ce déplacement produit de nouvelles synthèses. Au déplacement des savoirs correspond une nouvelle description. Mais le thème de cette révolution épistémologique présente aussi l'avantage de décrire à la fois la continuité et la discontinuité des savoirs. Un modèle scientifique n'est ni fixé à l'intérieur de la science qui l'a constitué, ni définitivement fixé dans l'histoire des modèles, ni sans modification par rapport aux effets des modèles par rapport aux autres disciplines, comme la réception critique ou encore la concurrence des modèles. La révolution épistémologique a instauré une dynamique des savoirs. La collection accueille des travaux d'histoire des idées et des sciences, présentant les modes de communication et de constitution des savoirs innovants. Déjà paru. Bernard Andrieux, Histoire du sport santé, du naturisme à la médecine du bien-être, Immersion 1, 2021. Didier Séguillon, Activité physique adaptée et socio-histoire. Le domaine STAPS Activité physique adaptée au public à besoins particuliers ou spécifiques, 2020. Bernard Andrieux, Avant moi, Les idées de mon corps. 1959 à 1969, 2020. Yann Beldam et Éric Pereira dire, In situ. Repousser les frontières de l'enquête de terrain, 2020. François Potvin, L'intervention dans les pratiques physiques sportives et artistiques, Responsabilité et stratégie des acteurs, 2019. Gérard Fath, Le sujet en désarroi dans les pratiques à haut gradient relationnel, 2019. Bernard Andrieux et Simon Rambaud dire, L'architecture des STAPS. 90 ans rue Lacretelle, 2018. Laurence Jean Monchat chez Lacan, 2018. Ouvrage des mêmes auteurs. Barthélemy, V. 2005. Histoire de la vie scolaire. De son évaluation à la construction d'un mode de management collégial. Paris L'Harmattan, Mouvement des savoirs. Barthélemy, V. 2020. Inclusion sans exclusion, quand CPE et professeurs coopèrent. Paris L'Harmattan, Mouvement des savoirs. Barthélemy, V. de Jeff B. Esperluette Espinoza, G. 2021. Compétences, réussite, bien-être, ce que disent les enfants. Paris L'Harmattan, Mouvement des savoirs. Remerciements. Cet ouvrage est le résultat d'un travail de recherche mené dans les académies d'Aix-Marseille, de Nancy-Metz et de Besançon. Cet ouvrage n'aurait pas pu voir le jour sans le concours précieux de toutes les personnes, inspecteurs d'académie, inspecteurs pédagogiques régionaux, chefs d'établissement et adjoints, conseillers principaux d'éducation, assistants d'éducation, enseignants, conseillers des apostrophes, orientation psychologue, assistante sociale, infirmière scolaire, auxiliaire de vie scolaire, accompagnant des élèves en situation de handicap, personnels ATOS, techniciens et ouvriers de service, enseignants référents et parents, qui nous ont permis de collecter des données dans les établissements. Elles ont montré l'importance de l'engagement professionnel et personnel des praticiens pour la recherche scientifique en éducation. Nos plus cordiaux remerciements leur sont adressés. Cet ouvrage n'aurait pas pu voir le jour non plus sans l'aide de Madame Anne Maluret, CTEI, Académie Aix-Marseille, sans la coordination du projet Lorraine-Provence réalisé par Monsieur Jean-Michel Pérez et sans les apports professionnels et scientifiques de Messieurs Gérard Servant et Jean-Louis Monino. Sans eux, la réalisation de nos enquêtes n'aurait pas été possible. Qu'ils en soient vivement remerciés. Préface. L'accessibilité des environnements scolaires est une question cruciale en éducation. L'interroger au regard des pratiques de collaboration des professionnels exerçant dans des établissements du second degré est d'un intérêt certain. Ainsi, l'ouvrage de Véronique Barthélemy, Sylviane Feuilladieu et Michel Calmet en s'inscrivant dans la continuité des travaux du réseau de l'Observatoire des pratiques sur le handicap, recherche et intervention scolaire, OPHRIS, et du projet « Pratiques inclusives en milieu scolaire premier et second degré », l'ISECUR 2310,
amène à une évolution des objets de recherche dans une conviction sartrienne que l'on est toujours au-delà de soi dans son projet. Sartre 1943, page 47. L'originalité de l'enquête, la seule de ce type encore à ce jour, est de chercher à établir un état des lieux des conditions et des contraintes de la coopération des membres de la communauté du second degré, dans le cadre de leur mission ordinaire d'éducation et d'accompagnement des élèves dont l'institution sociale et scolaire a identifié, via un parcours instruit par la MDPH, une reconnaissance de handicap. Les auteurs s'interrogent et c'est là tout l'intérêt de l'ouvrage, aussi bien les acteurs du pilotage de l'établissement scolaire, les acteurs de la vie scolaire, les enseignants, les personnels de l'écoute et du soin, les accompagnants des élèves en situation de handicap, les personnels techniques et de service, jusqu'aux parents sur les mêmes grandes thématiques. Un point noéudal de l'analyse réalisée montre que majoritairement les pratiques de collaboration seraient de l'ordre du réassurement des acteurs, premier niveau de la collaboration, mais que des voies à la co-construction de praxéologie commune, à l'innovation pour affilier, au sein d'un établissement apprenant, apparaissent dans les discours sur les pratiques, embryon nous semble-t-il d'une culture de l'inclusion. Plus largement, cet ouvrage permet de s'interroger sur une vision globale du phénomène et non pas sur une vision analytique des politiques éducatives inclusives, de ses dispositifs et d'une catégorie d'agents, mais bien sur des acteurs dépendants de divers sous-systèmes, qui participent de la mise en œuvre d'une éducation à la hauteur des enjeux du XXIe siècle. Toutes les parties en présence sont effectivement interdépendantes, qu'il s'agisse de l'enseignant vis-à-vis de l'AESH, ou encore des autres professionnels de la communauté éducative, dans leurs interrelations ou au contraire dans l'absence de ces dernières. L'ouvrage nous amène finalement à entrevoir que l'éducation inclusive est avant tout un système, ce que nous oublions souvent. Le défi de l'éducation inclusive est bien celui de pouvoir relier les personnes, symbolisées par un usage sémantique partagé, les savoirs qu'elles créent, qu'elles développent en situation et posent la question même de la construction, au-delà de la communauté du second degré, d'une communauté humaine qui permet de reconnaître de manière dialogique à la fois les globalités et le particulier Morin 2000, et dans laquelle chacun et c'est l'enjeu des apostrophes. Une société inclusive est conduit à prendre sa place. Jean-Michel Pérez, professeur des universités en sciences de l'éducation et de la formation, l'ISEC, UR 2310. Introduction. Suite à la mise en place de la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, la prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers, dont les élèves en situation de handicap, devient officiellement une compétence commune à tous les professeurs, Beau 30, 25/7/2013. Cependant, les premiers rapports nationaux et enquêtes font état de difficultés exprimées par les acteurs scolaires concernant la scolarisation des élèves en situation de handicap en classe ordinaire, notamment au niveau du partenariat à mettre en place, de la continuité des parcours scolaires ou de l'insuffisance des formations. Rapport Campion et Debré 2012. En effet, les enseignants semblaient peu impliqués dans les questions relatives à la prise en charge de ces élèves, Berzin 2007, renvoyant ces questions au personnel de la vie scolaire, Pérez, Barthélémy, Husson, 2014-2017. Aujourd'hui, les pratiques semblent évoluer, permettant de constater une avancée pas à pas en termes de collaboration d'une part, Barthélémy, V. Feuilladieu, S. Calmet, Monsieur, Servant, Gémonino, J.L., Esperluette Pérez, J.M., 2018, Barthélémy 2020, et de prise en charge des élèves d'autre part, Assud et Al., 2013 CNESCO 2016. Mais qu'en est-il ? Dans ce contexte, cet ouvrage vise à établir un état des lieux des pratiques professionnelles des membres de la communauté éducative accueillant, dans le cadre de leur mission, des élèves en situation de handicap, institutionnellement désignés et reconnus. Plus précisément, l'originalité de notre enquête réside dans le fait d'interroger sur les mêmes thématiques l'ensemble des professionnels exerçant en établissement du second degré, à savoir, les acteurs du pilotage de l'établissement scolaire, chefs d'établissement et adjoints, les acteurs de la vie scolaire, conseillers principaux d'éducation, assistants d'éducation, les enseignants, les personnels de l'écoute et du soin, psychologues de l'éducation nationale, conseillers des apostrophes, orientation psychologue, psy-ENCOP, assistantes sociales, infirmières scolaires,
les auxiliaires de vie scolaire accompagnant d'élèves en situation de handicap, AVSAESH, et les personnels ATOS, administratifs, techniciens et ouvriers de service. L'enquête complète le point de vue des acteurs des établissements, en interrogeant également les parents. Auprès de chacune de ces catégories d'acteurs, notre objectif est de voir si l'accueil de ces élèves modifie les modalités habituelles de travail des différents acteurs de la communauté éducative, individuellement et en partenariat, et de quelle manière. Il s'agit également d'appréhender ce que ces acteurs retirent de cette expérience, afin de faire émerger les axes de développement éducatif. Tous ces éléments dégageront autant de pistes de connaissances, de réflexion et d'action, au bénéfice de la recherche et d'un réinvestissement dans la formation. En bref, nos questions de recherche portent d'une part sur la question de la collaboration des différents acteurs et d'autre part sur celle de l'accessibilité scolaire en classe et hors classe. Méthodologiquement, nous avons, grâce à l'appui des services académiques d'Aix-Marseille, de Nancy-Metz et de Besançon, pu diffuser nos questionnaires auprès de l'ensemble des catégories précitées. En termes de retour, nous avons obtenu -42 réponses, 18 hommes et 24 femmes de la part des acteurs du pilotage, dont 30 principaux et 12 proviseurs. -19 réponses, 2 hommes et 17 femmes de la part des acteurs de la vie scolaire, dont 17 CPE et 2 dirhams émiratis. -144 réponses d'enseignants, 33 hommes et 111 femmes. -17 réponses d'Atos, 4 hommes et 13 femmes dont 9 secrétaires, 8 adjoints agents techniques et ou d'administration, intendance, maintenance. -57 réponses d'AVSAESH, 2 hommes et 55 femmes. -33 réponses des personnels d'écoute et de soins dont 22 infirmières, une assistante sociale et 10 psy-ENCOP, 6 hommes et 27 femmes. -45 réponses de parents, 2 hommes et 43 femmes. Les questionnaires diffusés à chacune des catégories d'acteurs sont composés des thèmes suivants. Partenariat. Nous voulons connaître la fréquence des contacts entre les acteurs et les apports réciproques. Pratique avec les ESHIDR. Nous voulons savoir si les acteurs développent des pratiques différentes par rapport aux élèves ordinaires. Expérience de travail avec les ESHIDR. L'objectif est de repérer ce que les acteurs en retirent et ce qu'ils souhaiteraient modifier. Identification. Sont regroupées sous ce thème les variables type d'établissement, fonction occupée, ancienneté dans la fonction, âge, sexe, expérience préalable auprès d'une personne en situation de handicap et formation sur le handicap ou le travail auprès d'une personne en situation de handicap. Les données recueillies, via des questions fermées et des questions ouvertes, permettront d'une part d'obtenir un vaste échantillon des pratiques locales, d'autre part de comparer la diversité de ces pratiques mais aussi leurs points communs et leur complémentarité. Cet ouvrage est composé de 4 chapitres. Chapitre 1. Les pratiques collaboratives, entre injonctions ministérielles et réalité de terrain. -5 Chapitre 2. L'accessibilité scolaire en classe. Chapitre 3. L'accessibilité scolaire en dehors de la classe. Chapitre 4. Expérience de collaboration et logique d'action des acteurs. Enfin, nous conclurons par l'évocation de pistes de réflexion au bénéfice de la formation. Chapitre 1. Les pratiques collaboratives, entre injonctions ministérielles et réalité de terrain. Introduction. Comment penser la construction d'une communauté éducative? L'école inclusive est un processus qui amènerait l'établissement scolaire local à devenir le lieu d'éducation de tous les enfants ou adolescents, en répondant au mieux aux besoins de chacun et en trouvant des solutions pour les scolariser de la manière la plus ordinaire possible. Thomaset, 2006, 2008, Bataille et al. 2014, Barthélémy 2020. De plus, il est souhaité que se développe le partenariat, considéré comme un minimum d'actions communes négociées visant la résolution d'un problème ou d'une problématique reconnue comme commun. Mérini 2007 page 37. Ainsi, la mobilisation des acteurs est essentielle. La scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers, EBEP, étant, selon Ebersold 2012, un acte de coproduction mobilisant une pluralité d'acteurs appartenant à des univers organisationnels distincts. Coproduction certes, mais sous quelle forme? Partenariat? Collaboration? Concertation? La notion de partenariat, tout d'abord, peut être complexe à appréhender et ce pour 2 raisons.
Premièrement, selon Maraquin 2015, cette notion est employée de façon courante mais revêt des réalités diverses et des références tout aussi disparates. Secondement, cette notion va au-delà de la simple collaboration, confère, cum laborar signifiant travailler ensemble, et doit se concevoir comme un système équitable de coopération. Selon cet auteur, il s'agit ainsi de travailler intelligemment ensemble dans un certain but, ce qui nécessite de se mettre d'accord et de penser le résultat au-delà de la somme des parties. Ceci suppose, en prenant appui sur les travaux de Bourque 2008, que dans le cas du partenariat, les acteurs agissent ensemble dans une manière nouvelle qui dépasse la simple articulation des compétences des uns et des autres. Autrement dit, le partenariat désigne une forme particulière et avancée de relation entre les acteurs. Ensuite, le partenariat est plus formel que la concertation et engendre un engagement contractuel à partager des responsabilités, à mettre en commun des ressources et à se diviser des tâches suite à une entente négociée. Il exige de ce fait l'élaboration d'un cadre spécifique qui guidera l'agir ensemble des acteurs. Enfin, le partenariat suppose l'atteinte de résultats. En bref, pour reprendre la définition synthétique de Bourque, 2008, il s'agit d'une relation d'échange structurée et formalisée entre des acteurs sociaux impliqués dans une démarche convenue entre eux et visant la planification, la réalisation ou l'évaluation d'activités ou de services. Or, lors de la construction des thèmes abordés dans nos questionnaires, notre ambition a été de savoir si les acteurs travaillent ensemble, d'où la question « Quels acteurs rencontrez-vous ? Dans quel cadre ? D'où la question « À quel moment ?» et quelles sont leurs contributions, via la question « Quels sont les apports de ces rencontres ?» Ainsi, nous nous focalisons dans ce premier temps sur la manière dont s'envisagent les pratiques collaboratives entre acteurs, sachant que, selon Bourque, 2008, la collaboration désigne généralement des relations peu structurées et formalisées. De plus, elle ne nécessite pas de protocole ou d'entente de service. Ensuite, elle n'implique pas que les parties s'associent et partagent un but commun mais plutôt qu'elles acceptent d'apporter leur contribution à la réalisation de la mission de l'autre, le plus souvent par des références ou de l'échange ponctuel d'informations. Par conséquent, suite à l'analyse descriptive des réponses obtenues aux 3 questions posées ci-dessus, nous faisons porter nos réflexions dans un second temps sur les formes de concertation entre les acteurs. En prenant appui sur les caractéristiques définies par Bourque 2008, nous tâcherons de déceler s'il existe une mise en relation structurée et durable, un processus collectif de coordination entre des acteurs sociaux autonomes, ayant des logiques et des intérêts différents, qui acceptent de partager l'information, de discuter des problèmes ou d'enjeux spécifiques afin de convenir d'objectifs communs et d'actions susceptibles et d'en favoriser l'atteinte par L'. Harmonisation de leurs orientations, de leurs stratégies d'intervention et de leurs actions. Parviennent-ils ainsi à une recherche de cohérence ? Dans ce chapitre, après un premier temps centré sur la définition et les enjeux de la collaboration, nous présenterons dans un second temps nos résultats. Nous conclurons ce chapitre en mettant en perspective les niveaux de collaboration, Thomaset, 2014, et les niveaux d'interdépendance, Beaumont et al., 2010, repérés. 1. Une problématique centrée sur la question de la collaboration. 1.1 La collaboration comme objet des réformes éducatives. La collaboration devient un leitmotiv, Marois, 2007, au cœur des politiques et des réformes éducatives des années 2000. À ce propos, Marcel et al., 2007, renchérissent ces constats en affirmant que les injonctions au travail collaboratif ou à la collaboration se font de plus en plus pressantes. À titre d'exemple, ces notions sont fortement usitées dans les textes officiels, comme dans le référentiel de compétences des personnels d'enseignement et d'éducation, ministère de l'Éducation nationale 2013, ou dans la réforme sur la refondation de l'école, ministère de l'Éducation nationale 2013, ainsi que dans la loi pour l'école de la confiance, ministère de l'Éducation nationale 2019. Cet accent mis sur la collaboration peut s'expliquer par le fait qu'elle est perçue comme un instrument de résolution des problèmes pédagogiques, un instrument de cogestion et un instrument d'accroissement de l'efficacité des établissements scolaires. Lessard et al., 2009, Portelance, L., Borges, C., Esperluette-Farran J., 2011, Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec, CTREQ 2018. Nous reviendrons sur cet aspect plus particulièrement dans le chapitre 4.
1.2 La collaboration comme objet de recherche. Cet ensemble de raisons institutionnelles décrits ci-dessus explique pourquoi il s'avère nécessaire de développer des travaux sous l'angle d'expérience de collaboration. Marcel et al., 2007. Ainsi, le travail collectif est non seulement de plus en plus perçu comme un mécanisme indispensable pour améliorer la pratique pédagogique, mais aussi comme un ensemble de mesures privilégiées pour réformer l'organisation scolaire et les pratiques. Dupuis 2016. D'ailleurs, comme le précise Lessard et al., 2009 ou Gezer-Turler 2000, la collaboration peut porter sur le travail en classe d'une part et sur le travail hors classe d'autre part. Dans ce dernier domaine, Gall 2017 montre à travers l'exemple de la scolarisation de collégiens sourds ou malentendants, comment la mise en œuvre de collaboration contribue au développement des pratiques inclusives, dans la mesure où elle permet de créer des passerelles entre les acteurs, entraînant la réussite des projets de scolarisation des élèves en situation de handicap. Il ressort comme essentiel le rôle de la mise en œuvre concrète de l'accès aux situations scolaires, dans le cadre de partenariats et de situations didactiques permettant l'accès au savoir et donnant une place d'élève légitime, reconnue par l'institution, les enseignants et les pairs. Pour leur part, Friend et al., 2010, ou Hudgens, 2012, se situant dans le champ de l'inclusion scolaire, présentent la complexité pour mettre en place des pratiques de collaboration d'une part et le rôle des chefs d'établissement pour la mise en place d'une culture inclusive collaborative d'autre part. Ces lectures et recherches mettent en évidence la nécessité de penser la collaboration dans les différents niveaux de l'établissement scolaire, lorsqu'il s'agit de prendre en compte les questions éducatives. Autrement dit, les résultats que nous apporterons ci-dessous sur les pratiques collaboratives ont le double intérêt de se situer à l'interface des pratiques d'un ensemble d'acteurs relevant du caractère individuel et collectif. 1.3 La collaboration. De la conceptualisation à nos questionnements. Dans un souci de synthétisation, nous envisageons une conceptualisation de la collaboration dont les principes sont les suivants. Elle consiste à travailler avec d'autres à une œuvre commune, Toulek et al., 2012. Elle existe quand les acteurs travaillent ensemble pour élaborer des objectifs, des projets, des séances d'enseignement alors qu'ils restent seuls face à leur classe, Marcel, Esperluet et al., 2007. Elle est marquée par le caractère ponctuel, très dépendant des personnes et pouvant être la source de conflits, Lezin de la Barre, 1999. Elle s'envisage quand les trois registres conjugués, instrumental, affectif ou référentiel, peuvent permettre un processus de négociation, Merini 1999, cité par Bataille et al., 2014. Elle doit tenir compte des stratégies et des logiques des acteurs impliqués dans l'organisation. En bref, pour qu'il y ait collaboration, il y a nécessité d'un niveau plus élevé d'interdépendance professionnelle, impliquant que les membres de l'équipe travaillent ensemble, partagent leurs connaissances, leur expertise, leurs expériences, leurs habiletés et leurs compétences individuelles dans le but de résoudre des problèmes communs. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.